Bonjour à tous, bienvenue au Powerhouse. On est ici pour devenir la nouvelle ressource en matière de contenu pour entreprises professionnelles dans lesquelles ils vont vous permettre d'atteindre vos prochains objectifs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va diagnostiquer votre entreprise en premier lieu et ensuite de ça, on va parler sur l'actualité dans le monde des affaires au Québec. Je suis un de vos co-animateurs. Je me présente Rinaldo Mendoza. Je suis un expert marketing en stratégie et commercialisation. Et donc, avec mes co-animateurs... Claude Arthur Diaz, consultant en transformation numérique. Jean-Félix Lemieux, je suis le fondateur, dans le fond, de la firme le Melix CPA, qui aide toutes sortes d'entreprises à juste achieve their dream. Achieve their dream, vous avez compris, guys, c'est ça qu'on va faire. Donc, merci à tous. Merci, guys, d'être ici. Donc, notre première initiative. Ouais, première fois, c'est cool. Hey, tu sais, quand tu as les jouets, quand tu as l'infrastructure, on va les utiliser à son plein potentiel. Ouais. Fait que, comme je vous ai dit, Powerhouse, c'est vraiment cette initiative, une boîte de consultants. Une chose que je veux dire qu'on avait discuté, c'est qu'on veut disrupt d'une certaine façon comment l'industrie de la consultation pour entreprise elle est faite, casser la bureaucratie le plus possible, mettre l'humain de l'avant, parce que derrière une entreprise, c'est des humains. Regarde, on se dirige vers la robotisation, fait qu'on n'est pas encore là, mais pour l'instant, je pense que c'est important que chaque entreprise, on les traite comme des humains. Puis ce qu'on voit dans les grandes firmes, malheureusement, c'est des numéros. chiffres. C'est ça, exact. C'est des numéros. Puis c'est surtout, ce que je trouve aberrant, c'est que pour chaque entrepreneur, sa business, c'est ce qui lui permet de vivre. C'est ce qui lui permet de mettre de la nourriture sur la table. C'est ce qui permet que les enfants aillent à l'école, qu'ils prennent des vacances avec la famille. Puis dans chaque firme, souvent, tu es juste un numéro dans l'horaire le matin. On te dit quoi à implémenter. Après ça, tu es laissé à toi-même. Tu dois faire tes choses toi-même. Si ça ne fonctionne pas, tout est fait en silo. Tu sais, dans toute notre clientèle, c'est ça qu'on voit. Déjà que la majorité des entrepreneurs n'ont vraiment pas beaucoup de personnes qui les entourent. Tu sais, ils vont avoir un comptable, peut-être un avocat qui va avoir été référé par le comptable. Alors ça, quand ils se retrouvent avec un problème, ils vont voir qui? Ouais. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'avec Powerhouse, c'est ça qu'on veut amener. T'sais. On va être capable d'avoir quelqu'un, un client qui vient nous voir, on soit capable de l'entourer de A à Z, qu'on dit regarde, on te prend par la main, on va te dire c'est quoi tes problèmes, tu n'as même pas à me dire c'est quoi ton problème. On va t'évaluer, on va te dire c'est quoi ton problème, puis après ça, on va t'aider à le faire, puis on ne va pas te dire quoi faire, on va le faire avec toi. Chaque problème que tu vas avoir, on va le régler avec toi. Mais justement, comme tu l'as dit, c'est comme je pense que j'aimerais ça qu'on prenne la position comme premièrement clé en main, vraiment pour une entreprise, mais aussi être comme les docteurs pour les entreprises. On va faire le diagnostic au complet. Si vous nous faites confiance avec votre entreprise, on va pouvoir vous dire sont où les bobos, mais c'est quoi qu'on va pouvoir régler derrière ça. 100%. Donc, c'est pour ça, vraiment, l'équipe, on a fait en sorte d'aller chercher vraiment la crème de la crème dans vraiment notre expertise, parce que ça, c'est la valeur ajoutée que vous allez recevoir de notre part du Powerhouse pour l'entreprise. Donc, il y a un autre aspect aussi, c'est que souvent les entreprises, ils sont bons, surtout les chefs d'entreprise, ils sont bons pour ce qu'ils font. Fait que, mettons, je suis dans la construction, je suis un très bon entrepreneur, j'ai une agence, je suis très bon dans ce que je fais, mais pouvoir scaler à un autre niveau, ça, c'est souvent le frein, puis ça te demande une expertise spécifique. Par exemple, comment bien gérer mes finances, comment obtenir des prêts, puis pour pouvoir faire des actions de croissance et de m'assurer que le prêt que je vais chercher, je vais être capable de le rembourser, tu sais. Mais ça te prend une expertise dans plein d'affaires. Puis là, on est dans un ère numérique, puis ça, c'est comme plus mon dada. Mais tu sais, actuellement, le monde ne se rend pas compte de toutes les possibilités qu'ils ont avec 100%. La technologie numérique. Et le monde sont comme, ouais, mais on a toujours fait ça de même. Je suis comme, oui, mais mon ami, comme il y a quelqu'un qui va sortir de l'école, il va juste comprendre comment ça marche, puis ça va y prendre 2-3 ans pour te rattraper, toi qui as une expérience de 15-20 ans dans l'industrie. Puis le monde, ils ont comme peur de ça, mais en même temps, c'est normal, ils ne savent pas comment le faire. So, quand tu as du monde qui te dit, yo, tu sais quoi, on va te montrer comment le faire, puis on va t'assister là-dedans, c'est beaucoup plus rassurant. Puis c'est moins genre du consulting qui est comme pas accessible, parce que des fois, le consulting, c'est vraiment cher. Tu sais, un avocat, là, tu le payes quand tu as vraiment des problèmes. Là. Exact. Avoir un avocat que tu peux appeler n'importe quand, ce n'est pas donné à tout le monde. Ouais. Mais avoir là un consulting qui est là pour t'aider dans toutes tes démarches, partout où est-ce que ce n'est pas ton expertise,
Ça, c'est quelque chose qui n'est pas accessible actuellement. Puis je pense que Powerhouse peut vraiment aider là-dedans. 100%, c'est vrai ce que tu as dit tantôt que tu as énormément de personnes qui partent leur compagnie, que, disons, un solopreneur là, qu'on appelle, là, qui sont très compétents dans ce qu'ils font, là, très, 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 très compétents. Mais être électricien, puis bâtir une compagnie d'électriciens, une boîte d'électriciens qui va grossir, qui va avoir des employés sur la route, c'est deux skills totalement différents. Là. C'est deux mondes totalement à part. Puis je pense que Powerhouse va servir à ça aussi, de prendre quelqu'un qui a un talent brut dans son domaine qu'il fait, puis après ça, l'amener ailleurs pour qu'il puisse avoir la compagnie, partir la compagnie, avoir les employés qui viennent avec, la structure qui vient avec. Ben, c'est toute une question de structure aussi. Là. Toute une question de structure. Définitivement. Fait que, nous autres, on va venir vraiment renforcer la structure derrière votre entreprise dans toutes les facettes possibles. Comme je vous ai mentionné, ici, on va avoir la finance, la comptabilité, la technologie, les opérations, le marketing, les ventes, les ressources humaines, la sécurité. On va parler aussi, vraiment, quoi d'autre, l'investissement derrière ça, qu'est-ce que ça prend. Fait que je voudrais enchaîner avec, de côté, vraiment, un sujet vraiment qui me touche beaucoup à cœur, que je trouve super pertinent du côté marketing. Ça serait la pénurie d'employés. Regardez, ça, on le voit partout passer. Puis, c'est quoi le lien de la pénurie d'employés que je fais avec le marketing? C'est que j'approche des entreprises, puis beaucoup d'entre elles me disent « j'ai pas besoin de marketing parce qu'en ce moment, genre, j'ai trop de business, j'ai de la misère à fournir. » Déjà que tu me dis ça, il y a un red flag quelque part. Puis je pose la première question, c'est que est-ce que vous avez de la misère à... C'est quoi qui fait en sorte que vous avez de la misère à fournir? Ça vient comme on manque de staff. On est en pénurie en ce moment. Le talent, il est dur à trouver. Puis là, je navigue un peu. Je commence à voir vraiment leur positionnement d'entreprise. Par exemple, je vais voir le LinkedIn. Le LinkedIn, il n'y a rien, il n'y a aucun contenu. Vraiment, c'est là que je commence à faire le lien. Parce qu'avant de me dire que vraiment le marketing, c'est juste pour aller chercher des nouveaux clients, il faut comprendre c'est quoi la base du marketing. Puis ça, j'ai vraiment le mentionné beaucoup de fois dans cette chaîne-là. Le marketing, c'est pas de la vente, c'est de la gestion de relations. Donc, autant les tactiques que vous allez utiliser pour aller chercher des nouveaux clients, c'est les mêmes tactiques que vous allez pouvoir utiliser pour aller chercher des nouvelles ressources du talent. Fait en ce moment, dans cette ère-là où est-ce qu'on éprouve la pénurie d'employés, puis je vois que vous ne faites aucun marketing pour même essayer d'attirer les personnes, déjà là, il y a un red flag qui se lève. Parce que, admettons, si vous avez du bon staff, croyez-moi que vous allez pouvoir livrer. Si vous êtes capable de livrer, vous allez pouvoir scaler, aller chercher la nouvelle business. Puis c'est ça le lien que je veux faire par rapport au marketing, puis commencer à repenser comment le marketing doit être vu d'un point de vue entreprise, d'une façon pour aller chercher des clients, mais aussi de façon pour aller chercher du nouveau talent. Donc, c'est important pour vous à l'interne de vous démarquer, de mettre un branding. Puis c'est là que vraiment la discussion de culture entreprise vient. Puis le monde commence à l'adopter, à le comprendre, la marque employeur. Ouais. Mais on a besoin d'éducation. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai choisi comme ce premier segment de parler de la marque employeur, le marketing derrière, aller chercher du nouveau talent. Parce qu'à la base, c'est ça qui va faire bouger et grossir votre entreprise. 100%. La marque employeur doit être backée aussi par des bonnes procédures RH. Parce que des fois, dans des entreprises, le problème, c'est que, surtout quand tu es rendu plus gros, là, mais des grosses entreprises, c'est que tu vas voir des fausses paroles qu'au final, ils disent on est un bon employeur, ça a l'air cool de travailler chez nous. Puis après ça, tu vois ce qui se passe réellement au day-to-day, c'est de la merde. Comment? Ouais. Exactement. Puis je trouve qu'il faut que ça soit plus que même genre vraiment des photos genre d'un vendredi pizza puis que vraiment un 5 à 7. C'est tellement ça. La marque employeur d'aujourd'hui, c'est comme hey, vendredi pizza, tout le monde était au bureau aujourd'hui. Ouais. Mais est-ce que la santé mentale de ton employé, vraiment, avec la pizza, va s'améliorer? Est-ce que, vraiment, il y a tellement de choses que... Puis, je ne suis pas un expert en ressources humaines, mais je pense que, vraiment, d'essayer de vendre une nouvelle position, pourquoi tu devrais joindre à notre équipe, il y a beaucoup de choses, d'aspects que peut-être je pourrais amener. Parce que de la même façon, vraiment, quand je diagnostique des entreprises, comment aller chercher des nouveaux clients, je vais te faire référence comme, regarde, ton message sur, mettons, cette plateforme de médias sociaux, puis celle-là,
il n'y a aucune corrélation. Ouais. Vraiment, c'est qui que tu vises. Puis si ton client, c'est X, pourquoi tu parles d'une certaine façon? Ouais. C'est beaucoup de choses. C'est la même façon que vous allez utiliser pour aller chercher du nouveau talent. Il faut que tout soit vraiment centralisé, mais aussi qu'il y ait une corrélation sur votre message, sur votre culture, sur votre équipe. Donc, c'est les points que je voulais amener, de commencer à réfléchir de c'est quoi la culture entreprise, puis commencer à investir aussi derrière ça. C'est plus que vraiment du RH, ça devient vraiment du branding. Ouais. 100%. Mais le monde, ils te vendent un poste, ils te vendent une job, mais ils ne te vendent pas entre guillemets, un lifestyle dans leur entreprise. Lifestyle. Et le lifestyle, ça vient de la culture que tu dis. Pense-y, si tu avais la meilleure job, on est des entrepreneurs, fait que c'est pas la même chose, mais mettons, tu as un job, OK, tu adores ça. La première personne qui va promouvoir une ouverture de poste, ça devrait être tes employés qui disent au monde autour de eux. Tu as toujours une personne qui se cherche puis qui se dit « Ah, je sais pas trop qu'est-ce que je préfère dans la vie », puis tout, puis tu es comme « Chum, là où est-ce que je travaille, la culture est incroyable. Viens-t'en. Ouais, mais j'ai jamais fait ça. Ah, t'inquiète, man. On va te montrer comment faire. Tu sais, il y a des entrées de poste. Des fois, c'est intermédiaire. Des fois, c'est débutant. Des fois, c'est senior. Mais les premières personnes qui devraient promouvoir justement la culture de ton entreprise, c'est les employés. OK? Mais après ça, comme tu as dit, ta marque employeur sur les médias sociaux, le monde, ils n'en parlent pas. Comme, ils sont tout le temps en train de faire du marketing. Hey, voici nos produits, voici nos rabais, voici nos promotions. Chum, promouvois comment que c'est le fun de travailler dans ton entreprise. Puis attends pas que tu sois à la recherche d'un employé ou d'une employée pour dire, bon, ben là, on va poster sur Indeed. Ben là, on va mettre une annonce là à tel endroit. Non, le monde devrait genre t'envoyer des CV à longueur de journée. Puis le jour où est-ce que tu as une ouverture de poste, ben, tu checkes ta pile, puis tu fais comme, hey, lui, je l'avais vu, c'est intéressant. Tu sais, c'est comme ça que le monde devrait voir les choses. C'est pas quand tu as faim que tu commences à chasser. Comme, tu sais, garnis ton potentiel de pouvoir recruter. Puis moi, je ne crois pas au fait qu'il manque de talent. Je ne crois pas tant à ça. Il y a une partie, oui, il n'y a pas beaucoup de talent, mais il y a aussi une affaire que vous n'êtes juste pas attirant pour attirer des talents. Ouais. Vous n'êtes pas sexy, là, comme je dis. C'est un bon point parce que j'ai fait un sondage. La question était très simple. Est-ce qu'il y a vraiment une pénurie d'employés ou c'est un manque d'adaptation des entreprises? Puis, sur tous les votes que j'ai reçus, ça a été vraiment à 90% du temps, c'est un manque d'adaptation de l'entreprise. 100%. Voilà. Ouais. 100%. Puis ton talent, es-tu capable? Tu as beau avoir, c'est comme une équipe de sport, tu as beau avoir un super bon joueur, es-tu capable de le faire performer? À quel point est-ce que tu es capable de le prendre et de le rendre encore plus performant? Puis qu'il soit bien dans ton équipe. Si ton équipe est de la merde, il s'en va. C'est un bon point comme faire la comparaison à une équipe sportive. Tu prends genre vraiment ton draft pick, vraiment un rookie. Ton but, là, c'est de l'amener vraiment à être l'étoile. Là. 100%. Ouais. C'est ça. C'est ça qu'on parle vraiment d'appartenance d'entreprise. Fait que si vous êtes capable de vraiment émettre dans vos médias sociaux, puis c'est important de commencer à penser, vraiment, c'est quel le prochain workforce vraiment qui s'en vient. Puis ça va être tout vraiment les Gen Z, les milléniaux sont déjà en train de prendre beaucoup de place. Les boomers sont déjà en train de prendre la retraite. Fait que si vous n'avez fait aucune communication, puis vous veillez tous les jours à vraiment les personnes qui sont dans la quarantaine, cinquantaine, vraiment à prendre la relève, tu sais. Vous allez voir la misère. Puis juste dernièrement, j'ai vu une entreprise qui a fermé les portes parce qu'il n'y avait pas de relève. Exact. Puis tu vois, il y a un autre point. Tu sais, actuellement, là, dans la pandémie, là, les chasseurs de tête, là, c'est devenu genre la grosse tendance. Là, comme, tu sais, n'importe qui, maintenant, tu allais sur LinkedIn, tu vois des offres d'emploi, tu appelles la compagnie, tu dis, hey guys, je vois que vous cherchez pour telle personne. Si nous, on vous le trouve, ben, vous nous payez tel pourcentage. Puis, tu sais, sur le salaire, t'imagines, puis c'est des 15-20% là, sur le salaire à l'embauche. Puis, tu sais, si, mettons, il fait le 3 mois, ben, oh, good. Mais si, mettons, il quitte, ben, on t'en trouve un autre. 20% sur le salaire. T'imagines que tu fais appel à un chasseur de tête pour ça. Pense-y. Avant, là, puis ça dit, c'est l'adaptation. Avant, le monde cherchait une job. Ça, c'est les générations de nos parents. Ils cherchaient une job parce qu'ils voulaient comme pouvoir, tu sais, ils voulaient juste avoir un revenu qui permettait que tout le monde mange à la table. C'est la stabilité. Ouais. Aujourd'hui, le monde, ils veulent se sentir importants. OK? Tout le monde veut se sentir important. Explique-moi comment est-ce que quelqu'un qui rentre dans ton entreprise va passer du avant au après.
Puis le monde, il pense que c'est juste genre, ben moi, j'ai besoin d'un employé. Non, lui, il a besoin de savoir comment est-ce que tu vas transformer sa vie en travaillant chez toi. Puis comment est-ce que son implication va avoir un impact sur ton entreprise. Puis c'est un point que tu as dit qui est vraiment important. Quand tu fais rentrer genre un talent dans ton équipe de sportive, lui, il veut pas juste dire, hey, je fais partie d'une équipe. Il est comme, je veux être sûr que je suis déterminant dans la victoire et dans la réussite de mon équipe. Parce que si je ne suis pas important dans tout ce processus-là, je vais aller voir ailleurs, peut-être une équipe moins bonne qui va te le donner. qui va me donner genre cette importance-là. Et les employeurs aujourd'hui ne sont pas capables de donner ce petit feeling-là. Et c'est ce qui est important et c'est ce que tu peux faire transparaître justement dans ta marque employeur. Montrer que, hey, regarde, Lucie elle est rentrée chez nous, là, elle ne connaissait pas grand-chose, mais elle avait envie de le faire. Aujourd'hui, Lucie aide l'entreprise à pouvoir générer ou à faire telle chose. Ça, c'est de la reconnaissance. Et c'est ce qui fait que Lucie, elle est encore dans l'entreprise 5 ans. Quelqu'un qui reste dans une entreprise 5 ans, là, c'est top. Hey. Ouais, puis tu sais, aujourd'hui, c'est même plus tant des questions de salaire. Tu sais, tout est rendu tellement public que les salaires s'équivaut dans plusieurs compagnies par poste et tout. Ouais. C'est que le talent aujourd'hui, il est rendu avec tellement de possibilités d'aller chercher. Tu es sur LinkedIn, même moi qui clairement n'aurai pas d'emploi ailleurs, je me fais contacter sur LinkedIn à chaque semaine par des chasseurs de tête pour me dire, tu veux-tu venir dans une entreprise? Je suis comme, j'ai mon entreprise. Je ne quitterai pas mon entreprise pour aller travailler dans une autre entreprise. Je n'imagine même pas quelqu'un avec un beau CV, avec des belles compétences, un beau background, il doit se faire, ça doit être abusé là, la manière qu'ils se font approcher. Fait que quand tu as autant de choix, avec tous des salaires compétitifs, la seule chose que tu vas aller chercher après, c'est l'accomplissement personnel. Le qualitatif. Oui, puis pas juste ta tâche. C'est quoi l'impact que la compagnie a sur la société aussi après? Parce que tu participes à un projet. Tu sais, une compagnie, oui, des fois, tu fais juste vendre, je sais pas, tu es une compagnie de vis. Tu fais des vis, c'est très B2B, très corpo. Peut-être que l'impact est un petit peu plus dur à voir, mais je pense qu'il y a énormément de nouvelles entreprises qui sont... que leur but, c'est d'avoir un impact sur la société. T'sais. Fait que non seulement c'est quoi ton impact, toi, en tant que compagnie, que tu as sur la société, mais c'est quoi l'impact que chacun de tes employés peut avoir? Est-ce qu'il rentre dans une machine à saucisses ou est-ce que chaque employé va avoir un output sur la société qui va avoir un impact? Je voudrais faire un dernier parallèle vraiment pour fermer ce sujet-là. Mais c'est le parallèle exactement de le salaire, ce n'est pas tout. Puis je vais vous donner l'exemple parfait. Combien de milliards l'Arabie Saoudite a proposé à Messi? Ouais. Puis Messi, c'est où il s'est retourné? Miami. Ouais. Fait que juste pour vous dire, l'argent, ouais. c'est pas ça qui... Ouais. Miami a eu le meilleur joueur du soccer de tous les temps présentement. Puis ils n'ont pas versé le même montant de salaire. Là. Ils sont allés pour 100%. Le lifestyle. 100%. Dit comme ici, c'est là que ici, tu vas t'amuser. Ouais. Puis avant, le salaire était peut-être aussi, c'était comme la raison pour, je te paye bien, donc assume les conditions que je te donne. Exact. Puis aujourd'hui, comme il y a tellement de possibilités de faire de l'argent, tellement que ton salaire, la quantité de compagnies de nos clients que on parle même plus maintenant d'augmentation salariale. C'est rendu des programmes de bonus, c'est rendu des programmes, oui, d'avantages sociaux, mais des programmes aussi de comment est-ce que, comme que tu disais tantôt, la marque employeur, comment est-ce que je peux investir dans ma compagnie pour rendre ça le fun et non juste couper mes vendredis après-midi. On s'entend aujourd'hui, les horaires flexibles, c'est plutôt nice, télétravail, tout le monde le fait. Même le boss, le CEO de n'importe quelle compagnie doit travailler la moitié de sa semaine chez eux. Ton ambiance au day-to-day, tu passes plus de temps avec tes... Je suis un gros fan de The Office. J'ai écouté The Office, je pense, 15 fois. Là, ça en est triste, là, mais j'ai vraiment trop écouté The Office. Puis, même si chaque personne, la compagnie en tant que telle n'est pas le fun, ils vendent du papier, c'est un wholesaler that's it. Mais quand tu vois la chimie qu'ils ont, puis quand tu vois, disons, est-ce que vous avez écouté The Office? Non. Moi, non. Il y a comme deux parties. Là. Il y a la partie avec Michael, puis il y a la partie avec après Michael, en fait. Il y a le avant puis le après Michael. Puis tu vois l'impact sur la compagnie de le leader qui est là, l'ambiance de travail qu'il met. Là, il y a plusieurs choses qu'il fait qui sont pas correctes, là, mais le monde reste. Le monde adore l'ambiance. Exact.
Le monde adore l'ambiance, adore la compagnie pour ça. Puis ils vendent du papier. Là. Il n'y a rien d'excitant à ça. Exact, c'est ça. Donc, vous avez compris, marketing, marque employeur. Donc, on vous partage cette réflexion à avoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment à se tourner vers nous. On a des experts aussi en ressources humaines qui vont pouvoir peut-être même guider, aller plus loin. Ouais. De mon point de vue, marketing, c'est quelque chose que vous devez travailler vraiment. Il faut que ça se travaille. Parce que sinon, c'est pas vous, c'est le concurrent qui va aller chercher, qui va le faire, la marque employeur, qui va aller chercher vraiment vos employés clés. Donc, toi, Claude, parle-moi de ton sujet. Ben, mon sujet, c'est très simple, la transformation numérique. Ça, c'est le sujet tendance. L'année passée, le gouvernement, il a, je ne veux pas dire flambé, mais en tout cas, il était en train de distribuer des subventions aux entreprises. Puis même encore là, il y a des programmes, ce qu'ils appellent la PECAN. Donc, c'est un programme canadien de l'adoption du numérique. Qui donne des subventions pour pouvoir faire des audits, pour pouvoir ensuite obtenir un prêt de la BDC pour pouvoir implanter des technologies. Puis, tu sais, il y a deux choses qui sont vraiment importantes, c'est que tu as la technologie puis tu as la technologie numérique. Deux choses totalement différentes. Par exemple, une canette en aluminium, ça, c'est une technologie pure et simple, OK? Mais la technologie numérique, ça, c'est différent. C'est tout ce qui est numérisé dans un ordinateur. Fait que c'est le data qui est numérisé dans un ordinateur. Fait que souvent, le monde, ils disent « OK, toi, tu es en technologie. » Comme, faut faire attention, il y a une différence entre technologie et technologie numérique. Mais le plus gros constat que j'ai fait au Québec, c'est qu'on est très timide dans l'adoption des technologies numériques. Puis là, je parle juste du technologie numérique. On est très, très, très timide. Actuellement, il y a un sommet. En fait, il y avait un sommet les 2 derniers jours, le 27 et 28 septembre 2023, All In, qui est par rapport à l'intelligence artificielle. Puis Montréal, tu sais, c'est reconnu pour la place technologique dans le monde. Tu sais, création de jeux vidéo, Ubisoft, EA Games, genre c'est reconnu dans le monde. Pour l'intelligence artificielle, la même chose. Ouais. C'est reconnu pour la recherche dans l'intelligence artificielle dans le monde. Mais par rapport à l'adoption de l'intelligence artificielle dans les entreprises, on est zéro. On est genre en retard, là. C'est incroyable, là. C'est comme... Et là, je te parle de l'intelligence artificielle, mais ce qui vient avant l'intelligence artificielle, c'est justement la technologie numérique. Et on est en retard aussi là-dessus. 100%. On est vraiment en retard. Puis... Genre 2 étapes derrière, même. Ouais, oh my God. Ouais. Oh my God. Puis on n'est pas loin des États-Unis, là. On n'est pas loin de l'Europe. On n'est pas loin de... Tu sais, je veux dire, géographiquement. On traîne. Tu sais, mais on traîne. On traîne solide. Puis pourquoi? Ben, c'est une chose, la culture. C'est vraiment ça. Puis là, j'ai pris le Canada. Je vais prendre le Québec, mais le Canada est en retard, mais le Québec est encore plus en retard que le reste des provinces comme l'Ontario, Toronto, on va dire, puis BC, Vancouver. Fait que, tu sais, c'est un gros signal d'alarme que j'envoie parce que aujourd'hui, le Québec, là, moi, quand je suis arrivé au Québec, je suis arrivé en 2020, puis je regardais le Québec, j'étais comme, my God, la province, elle est vierge. Tu vois des arbres partout. Va en Europe, là, tu vois des buildings partout, là, peut-être de belles architectures, mais tu vois des buildings partout. Va aux États-Unis, en Californie, tu fais pas 1 mètre sans genre voir une bâtisse, une maison, une unité où est-ce que quelqu'un vit, là. C'est pas aussi vierge que le Québec. Fait que moi, ce que je sais qui va arriver, puis j'en suis certain, dans 10-15 ans, la compagnie, je sais pas moi, Le Sort, La Casse ou whatever, va être owned par des immigrants. Parce qu'eux, ils ont une mentalité de croissance, une mentalité de « OK, ça, c'est une nouvelle technologie, ça va m'aider à sauver du temps. Parfait, je vais mettre le cash maintenant, je vais le récupérer plus tard. Je vais être beaucoup plus efficace dans 2, 3, 4, 5 années. » Puis le monde va venir d'ailleurs pour faire comme « Hey, ici, c'est vierge, là, on peut faire de quoi? » Puis ils vont investir, ils vont racheter des business. Alors que pourtant, encore aujourd'hui, c'est accessible au Québec. Puis, tu sais, on a travaillé on n'a pas travaillé ensemble, mais tu connais l'application que j'utilise, Monday.com. Ouais. C'est une application qui est user-friendly, genre comme t'as pas plus simple que ça. C'est comme apprendre à ouvrir une canette. Là. Comme, c'est vraiment pas compliqué. Ouais. Le nombre de fois que j'ai montré cette plateforme-là à du monde, puis c'est comme, oh my God, ça me ferait sauver du temps. Je suis comme, OK, vas-tu de l'avant? Ah, non. Là, je suis pas prêt. Ouais. Là, t'es comme... Mais on a peur. Honnêtement, il y a 2 problèmes. On a peur. On a peur du... Je pense pas qu'on a vraiment peur du changement, mais je pense qu'on a peur
de l'effort que ça représente changer. Tu comprends? Tu sais, le changement fait peut-être pas peur, mais l'effort qu'on va devoir faire, mettre le input pour tout changer ça, ça nous fait peur, puis on voit les choses comme des dépenses Ouais. et non des investissements. Et voilà. Ouais, non, exactement. Ben, le changement, c'est un gros point. Dans mon que j'ai commencé à travailler, début vingtaine, je travaillais chez Bell, puis eux autres, leur slogan à l'interne, c'était la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Les autres étaient déjà orientés vers. Attendez-vous que ça va changer. Ouais. On va devoir apprendre des nouveaux systèmes, Ouais. des nouveaux termes, des nouvelles directions, des nouveaux produits, des trucs comme ça. Fait que, pour étant une corporation, ça faisait déjà partie de leur culture dès le début. Attendez-vous au changement. Puis je pense que les autres gars, ils sont quand même leaders, vraiment, qu'est-ce qu'ils font. Par rapport à tout plein d'autres choses qu'eux autres ils exploitent. Mais le changement, c'est super intéressant. Même quelque chose que tu disais, la peur. Je me questionne, est-ce que les entreprises québécoises ont peur du succès? Ah, ça, c'est un autre point. Ben, moi, je pense que rendu là, si on parle de la peur du succès pour les Québécois, ça va tellement loin. Là. C'est que je pense qu'on a peur de. Parce que, tu sais, OK, les images qu'on a, là, c'est quoi? Là? C'est les grosses compagnies. Tu sais, on va regarder Elon Musk, on va regarder les entreprises à succès là, vraiment super grosses. Puis je pense qu'on ne voit pas que c'est un build-up. Tu comprends? Puis on voit juste la finalité. Puis souvent, on se limite à se dire. Puis souvent, je pense qu'on a la mentalité de se dire que c'est pas pour nous, que c'est pour les autres. Que les autres, c'est normal que ça soit fait, qu'aux États-Unis, ailleurs dans le monde, peu importe, ça comme si c'était plus facile. On est fucking intelligent au Québec. Là. Ben oui, il y a du gros talent au Québec. Là. Oui. Tu sais, tu regardes les entreprises. En fait, le Québec, c'est une province, puis le Canada, c'est un pays entrepreneurial. Tu sais, le monde qui vient de France, ils arrivent ici, ils sont comme, aïe, je peux ouvrir une entreprise en 24 heures. Je suis comme, oui, chum, mais j'aurais jamais imaginé ça en France. Jamais. Fait qu'ici, c'est entrepreneurial. Ouais. Oui, don't get me wrong. Les gens sont prêts à prendre, genre, leurs connaissances, puis de les mettre en application, puis de... Ça, pas de problème. Mais est-ce qu'ils sont prêts à adopter le changement aussi vite que la vague va? Pas forcément. Et c'est là où est-ce que l'enjeu il est, parce que, tu sais, par exemple, je fais un parallèle qui n'a peut-être pas rapport, mais je vous fais un parallèle quand même. Quand on te dit, par exemple, il faut qu'on protège le français, OK? Pourquoi est-ce qu'on veut protéger le français? Parce qu'il y a beaucoup d'anglais. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'anglais? Beaucoup d'immigration, et c'est une langue qui est très internationale, d'accord? Et si tu veux protéger ton français, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois mieux le parler. Tu dois mieux le parler, mieux le promouvoir, 100%. Et de cette façon-là, ben c'est sûr et certain que si tu parles un bon français, ça va être... Tu n'auras même plus besoin de te casser la tête à protéger le français. Va en France, va à Paris, là, écoute dans les rues, le monde ne parle pas français. Ils parlent allemand, ils parlent plein de langues. Ils ne sont pas là en train de se poser la question, protégeons le français. Mais quand tu écoutes dans leurs écoles, la rigueur qu'ils ont par rapport au français, elle est incroyable. Maintenant, je fais le parallèle par rapport aux entreprises. Toutes nos entreprises ici, on a beaucoup de Québécois qui possèdent des entreprises. Bientôt, là, les gens ils vont dire, on est prêt à investir dans des compagnies québécoises owned par des Québécois. Je vous le dis, c'est ce qui va arriver. Pourquoi? Parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui vont rentrer, qui vont dire, hey, ici, là, ils sont 10 ans en retard sur la technologie. Moi, je connais la technologie que chez nous, on utilise, puis ce qui m'a permis de faire l'hypercroissance. On va juste venir, on rachète la compagnie de M. Lessard, M. Pépin, M. ci, M. ça. Ils sont déjà installés, ils ont déjà leur boucle de clients. On va juste comme flipper ça avec la technologie. Puis là, le monde, ils vont comme faire, oh my God, il faut qu'on protège nos propriétaires québécois. Et c'est pour ça que genre, je fais un gros parallèle par rapport à la langue française, c'est que si on veut vraiment protéger, puis on veut vraiment être en mode expansion, il faut qu'on accepte qu'il y a de nouvelles technologies. Elles sont là. Puis il y a l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle fait en sorte que les humains vont avoir de moins en moins une influence sur certaines choses, ou est-ce que l'intelligence artificielle va accélérer quelque chose qui faisait 15 minutes, ils le font en une fraction de seconde. Fait que si on veut protéger ça, il faut que le monde soit comme, OK, le changement, je suis prêt à me casser la gueule, parce que je sais que dans le long terme, c'est ce qui va me permettre à mon entreprise de comme prospérer. Mais je ne vais pas me faire racheter par quelqu'un d'autre qui a pensé puis qui fait ça depuis 5 à 10 ans, alors que j'y avais accès en même temps que lui. Parce que la technologie, là, elle est accessible à tous. Là. Ouais, puis je te pousse ça un petit peu... plus loin, là, puis ça s'en va avec comme les acquisitions puis tout. Avec les baby boomers,
qu'on a présentement au Québec, il y a énormément de legs d'entreprises, il y a énormément de personnes que, si la personne n'a aucune... Il y a plusieurs compagnies qui sont en train de se faire, soit qui ferment, soit qui vendent à d'autres personnes. Puis il y a énormément de personnes aussi, il y a énormément de compagnies qui ne sont pas sexy à acheter aussi, parce que justement, l'opération est belle, la clientèle est belle, le secteur est beau et tout. Mais au-dessus de ça, l'entreprise est encore tellement archaïque à l'intérieur qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer, que, disons, justement, tu es une entreprise de transport, tu es en Ontario, tu es aux États-Unis, peu importe, tout est automatisé à l'intérieur. Ouais. Les systèmes de communication sont sacoches. Toutes tes routes, tu sais exactement sont rendues où, tous tes chauffeurs, tout est planifié, ta transformation numérique est à 100%. Puis là, tu t'en vas acheter une compagnie en Montréal ou en région que la compagnie, c'est encore tout fait de papier. Le matin, le boss, il rentre, il regarde les choses. Chaque personne à l'intérieur est habituée de recevoir sa petite carte papier pour lui dire c'est quoi ton trajet aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Après ça, c'est que l'investissement, c'est plus juste que tu rachètes. Tu rachètes une culture aussi. Là, tu dois transférer la culture. Fait, exactement. Ça devient lourd, ça aussi, en termes d'acquisition. Exact. Fait, il y a plusieurs entreprises qui doivent fermer aujourd'hui qu'il n'y a pas d'acheteurs parce que l'entreprise elle n'est pas belle à acheter. Ouais. C'est pas parce que tu fais de l'argent aujourd'hui. Exactement. Mais c'est ça, exact. Ça se lie exactement à ce que tu dis tantôt, la culture employeur, la culture d'entreprise, mais aussi à quel point est-ce que tu es vendable. Est-ce que tu as une pratique à toi qui est liée à ton nom personnel ou est-ce que tu as une entreprise vraiment que tu peux juste la prendre, changer de propriétaire, puis ça continue. C'est ça. Mais puis ça revient au même point, il n'y a pas de talent, mettons, problème de pénurie d'employés. Le monde, ils veulent rentrer la nouvelle génération, ils veulent rentrer dans ce cadre technologique. Aujourd'hui, là, quelqu'un qui se dit « j'ai un stage chez Google, Apple, Facebook, Meta, whatever, la compagnie technologique », pour lui, il sait que c'est comme un ticket d'entrée dans n'importe quelle autre entreprise. C'est de la technologie, c'est moderne, c'est nouveau. Si ton entreprise, elle fait encore des choses sur papier, puis tu te dis que, ben oui, ça a fonctionné dans les dernières années, tout ça, le monde, ils vont comme faire, OK, si je rachète ta business, ça veut dire qu'il faut que je digitalise le tout, il faut que je structure le tout. Puis en plus de ça, le monde qui faisait les affaires par papier, je sais qu'ils sont pas prêts au changement, fait qu'il va falloir que je les mette toutes dehors, puis que j'aille chercher du nouveau staff et ça va être compliqué, d'aller chercher du nouveau staff. Oui, c'est compliqué. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je pense sincèrement, puis c'est vraiment pas compliqué, le moment où est-ce que tu te dis, OK, j'ai une business, il faut que je la numérise, je vais la numériser, je vais organiser toutes mes étapes de business. Juste ça, là, je suis persuadé que tu viens d'augmenter, la valeur de ton entreprise vient d'augmenter d'un coup. Genre, one shot, bang. Tu n'as rien changé, là, ta business. Tu n'as pas changé quel genre de produit tu vends, tu n'as pas changé tes employés, tu n'as rien changé. Tu as juste structuré tes choses dans un système qui fait en sorte que quelqu'un qui te rachète, il te dit, OK, comment ça marche ta business? Ben, check, tu appuies sur un bouton, tu vois, tout ton système est là, tout est centralisé, tout le monde communique au même endroit. Ben, c'est ça que tu achètes, mon chum. Puis tu vois les chiffres, là, tous les chiffres sont là. C'est comme, OK, c'est bon. Puis la personne va juste te signer le chèque. Boum, merci, tu prends ta retraite. Merci, bonsoir. Ou si tu veux la léguer à ton fils, ta business, la même chose. Regarde, fiston, check, c'est ici. Boum, tu lui montres. Il sait comment ça fonctionne. That's it. Ouais, puis tu n'as peut-être même plus envie de vendre aussi, rendu là. Mais rendu là, tu as plus fait une bonne relève. Exactement. Fait que, ça rentre aussi dans le même point qu'après, le monde dit manque de liquidité, manque de pour pouvoir faire de l'expansion. Mais quand tu numérises tes affaires, tu arrives, tu es comme, OK, guys, voici les chiffres. Combien on est capable d'aller demander à la banque? Tu fais rentrer ton CFO. Le CFO, il voit les chiffres. Il est comme, ah, check, je vois ça, je vois tes assets, je vois tes passifs, je vois qu'est-ce qu'il rentre, je vois ton cash flow et tout. Voici ce qu'on est capable de demander à la banque. Nice. Tu vas à la banque là, parce que tes choses sont structurées. Il n'y a aucun problème. On voit que ce n'est pas un risque de vous prêter de l'argent. Fais la même chose, sors tes papiers, là, sors ta filiale de comptabilité. Là, et le monde va faire comment? Regardez, monsieur, là, on va laisser faire. Là. Vous êtes trop risqué pour le moment. Non, c'est un excellent point, définitivement. Je pense que c'est quelque chose aussi qui doit être garde. Parce que, encore là, comme tu dis, ça va attirer les bonnes personnes, puis ça va aussi dissuader d'autres personnes comme nope, je ne tente pas d'aller dans cette entreprise. Sinon, toi, JF, qu'est-ce que tu as sur la table? Yes, ben,
Tu sais, je prends un petit peu ta balle au bon là, sur ce que tu viens de dire. Là. Tu sais, nous, présentement, là, on est dans une entreprise, on est dans une transaction, justement. On vend une compagnie. Fait que, tu sais, on est là-dedans là, juste, tu sais, à 100%. Puis, une entreprise qui, au final, zéro comptabilité, nouveau client. Ils viennent nous voir et dire regarde, on a 2 semaines pour ça. Tu sais, première chose à jamais faire, là, aller voir quelqu'un. Déjà que c'est difficile présentement de trouver un comptable, dire regarde, dans 2 semaines, il faut que tout soit fait parce qu'on reçoit le dernier chèque final du notaire pour vendre la compagnie. Fait que justement, tu sais, une entreprise qu'on est en train de vendre, qu'il y avait zéro comptabilité, zéro track de facture, une facture par-ci, une facture par-là, aucune centralisation, aucun processus au niveau de la comptabilité, ça devient dangereux. En fait, c'est juste, c'est irresponsable. Puis c'est irresponsable, mais d'un autre côté, un client qui n'a jamais été encadré par quelqu'un d'autre ne va pas le savoir. Pour lui, il y a ses états de banque, c'est facile de dire l'argent doit rentrer, sortir. Je trouve qu'un des points que je voudrais parler aujourd'hui, c'est, en fait, ça va se diviser en deux. Là. Le premier, c'est justement l'importance d'avoir des processus comptables et financiers. Puis le deuxième, c'est l'importance de bien s'entourer aussi de personnes. Parce que, je vais en revenir un petit peu plus tard, mais dans cette transaction-là, justement, le client, quand il est arrivé au notaire, l'avocat pour vendre, il a dit, tu devrais aller voir un comptable avant tout ça, tu devrais aller voir un fiscaliste, tu devrais au moins planifier les choses. Puis tu es comme, non, je veux sauver les coûts. Je veux sauver les coûts, puis je veux que ça se fasse rapidement. On est impatient, on veut vendre, on veut être sûr de vendre, on va avoir l'argent le plus vite dans le compte en banque. Bien, avant qu'on rentre dans le dossier, le client, tout l'argent qu'il recevait servait à payer des dettes, puis il n'y avait même pas encore assez d'argent pour payer ses impôts. Au final, il vend la compagnie des gros montants, mais il est tellement en dette derrière, rien n'a été planifié, rien n'a été budgété, qu'il se retrouve au notaire après ça à devoir, il doit sortir lui-même l'argent de ses poches pour payer l'impôt à payer sur la transaction. En fait, au final, il a bâti une compagnie qui à la fin, il rembourse tout. Là. Il se tire dans le pied, finalement. Exact. Puis, c'est exactement le genre de choses qu'on peut prévenir quand tu as des bons processus comptables. Souvent, on a plusieurs clients qui trouvent ça chiant. On est très à cheval avec nos clients pour s'assurer que chaque processus est bien suivi. Souvent, je me sens comme le papa là, qui dit ramasse ça, fais la vaisselle. Mais c'est que je le sais que quand tout ça n'est pas fait, bien, on se ramasse à un fin de mois, à un fin de trimestre, qu'il n'y a plus d'argent dans le compte pour payer les TPS-TVQ, plus d'argent dans le compte pour payer les acomptes provisionnels. Le client n'a aucune idée de combien d'argent il doit recevoir de ses clients. Il n'a aucune idée c'est quoi les fournisseurs qu'il doit payer. Fait qu'après ça, s'il n'a aucune idée c'est quoi les fournisseurs qu'il doit payer, il se retrouve à devoir payer des pénalités sur les termes de paiement des autres fournisseurs. Après ça, il manque de l'argent dans son compte en banque parce qu'il a facturé des clients qu'après ça, il n'a pas encore reçu l'argent. Fait qu'il doit payer ses TPS, ses véhicules là-dessus, il doit payer ses acomptes provisionnels calculés là-dessus. Puis sûrement que s'il n'y a pas d'argent, il doit payer ses payes quand même. Là. Ses employés, eux, ils continuent de payer, ils continuent de travailler. Là. Le loyer continue de rentrer aussi. Il embarque sa marge de crédit. Il embarque sa marge de crédit, c'est d'autres frais. Juste le manque de processus comptables qui peuvent être très simples. Puis c'est là l'importance aussi de travailler avec un comptable qui va te permettre de mettre ça en place pour toi. Puis Powerhouse, c'est ça aussi, de regarder l'entrepreneur est où aujourd'hui. C'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses au niveau de l'organisation, puis de mettre en place un système pour que ça fonctionne bien pour lui. Parce qu'à la fin de l'année, un comptable qui ne fait pas ça pour toi, il te coûte pas mal plus cher que juste ses honoraires professionnels. Là. Parce que il y a toutes tes pénalités après, puis il y a tout l'argent que toi, tu laisses à table en ayant payé, en n'ayant aucun support financier de CFO un peu que j'appelle, là, de dire, regarde, c'est pas normal que tu payes autant de frais bancaires. C'est pas normal que tu... Puis tout ça vient du fait que, ça a l'air intense, mais normalement, tout ça vient du fait que, 1, ta facturation n'est pas à jour. 2, la collection de tes comptes clients n'est pas à jour. 3, tu n'as aucune idée qui tu dois payer. Tu l'as noté ou c'est sur une pile de chez vous, puis là, tu ramasses. On le sait, on a tout pris le pont de la 25. Là. Ça coûte 9 $, mais 3/4 du temps, moi, ça me coûte 100 $ parce que je ne le paye pas pendant 3 mois parce que j'ai oublié. Puis c'est ça qui est important. C'est d'être tête là-dessus. Puis souvent, ce que je remarque dans ma clientèle, c'est que les clients qui sont têtes sur la comptabilité, sur ces processus-là, sont super têtes dans le reste de la compagnie. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas tête là-dessus,
souvent, c'est qu'il n'est pas tête dans le reste de la compagnie. Tu sais. C'est vrai, ça. Mais tu vois, j'ai toujours pensé à 3 personnes que je reste de même. Là. J'ai envie de dire 2 la dernière fois, puis tu m'as rappelé le 3e. Il y a mon coiffeur, il y a mon comptable, puis il y a mon avocat. Ça, là, c'est mes 3 personnes que je me sépare pas. Mais tu sais, justement, quand j'ai justement parti mon entreprise, en fait, la première entreprise que j'ai partie, moi, dans ma tête, c'est comme la comptabilité, c'est une affaire d'état final. Là. L'état financier, à la fin de l'année, j'envoie mes documents. Puis, elle m'a toujours dit, ma comptable que j'avais avant, elle me disait toujours, « Ah, t'es bien structuré. » Je dis, « Seigneur, moi, je me trouve bordélique. J'imagine même pas comment que ça se passe quand d'autres arrivent, ils te donnent, pitch des affaires, puis il y a plein d'affaires qui t'ont pas dit, puis eux, ils se débrouillent avec ça. » Mais depuis que, justement, j'ai quelqu'un que je peux parler régulièrement, c'est toi. Je l'appelle, je suis comme, regarde, il y a telle affaire, je suis pas sûr, ça coûte combien, si tu veux le mettre là, sur la compagnie, sur mon nom, etc., etc. J'ai l'heure juste là. Puis ça va toujours me coûter moins cher de payer ce service-là maintenant, mensuellement, que d'attendre la fin de l'année puis qu'ils te disent, ben, en passant, là, voici combien tu dois en TVA, TVQ, voici les arriérages que tu as actuellement, puis en passant, voici ma facture. Comme, là, tu es comme, oh shit, OK, tu me coûtes aussi cher. Comme, non, je te coûte aussi cher parce que tu m'arrives avec un fait accompli. 100%. Imagine si tu pouvais juste prendre le téléphone. Tu sais, on a parlé de finance, mais autant de marketing ou autant dans le processus. Si tes processus financiers sont à jour, puis ils sont bien faits, puis ils sont bien pensés, ça va toujours te coûter moins cher. Ah, tout 100%. Tout le temps. Fait que c'est mieux d'être proactif là-dessus que d'être réactif à la fin de l'année puis te dire, aïe, OK, je dois tout ça. Fait que là, l'année d'après, tu es comme en train de bûcher pour gérer ton année comptable précédente. Puis là, tu essaies de... Mais en même temps, tu sais, c'est comme ça fait boule de neige. Là. Fait que les années s'enchaînent. Tu n'es toujours pas structuré, tu n'es toujours pas discipliné. Puis ça fait juste genre s'enchaîner. Là. Mais tu sais, ça, c'est l'affaire, la réalité des choses. C'est comme une des plus grosses faiblesses quand ça vient à la comptabilité, les finances pour les entrepreneurs. Entrepreneurs, ça va être surtout des personnes visionnaires, créatifs. Exact. Que vraiment, tu sais, les autres sont axés sur une chose, que c'est j'ai eu cette idée, je vais la développer, puis maintenant ça marche bien, je suis capable de la vendre, mais à partir de là, genre, tout ce qui est vraiment au niveau des chiffres, c'est broche à foin. Fait que, tu sais, moi, j'ai compris ça un peu en retard quand j'ai lancé ma business, que, tu sais, au début, oui, je commençais à faire les choses par moi-même, mais quand je me suis tourné vers un comptable, ça a beaucoup changé la tournure de la business. Puis quand j'ai lancé la deuxième business, j'ai pas perdu de temps. Il y a déjà un budget qui était attribué vers, OK, je m'en vais directement vers le comptable, puis genre, je vais pas me casser la tête avec celle-là. Oui, exact. Puis, après ça, comptable, c'est... On s'entend, c'est un titre très, très, très... Tu sais, comptable, c'est pas un titre protégé, là. Comme CPA l'est, disons. Donc, tu sais, comptable, ma mère qui ferait de la comptabilité pourrait, à la limite, se dire comptable, là. C'est... Puis, tu sais, c'est que il y a tellement, tu sais, il y a l'ancienne génération de comptables, il y a la nouvelle génération de comptables, puis la différence, elle est quand même très majeure, parce que tantôt, tu disais justement, ton ancienne comptable était plus axée sur la fin d'année. Tu sais, la fin d'année, c'est... Tu sais, ça, moi, j'appelle ça de la conformité fiscale. Oui, c'est ça. Exact. Tu sais, un comptable qui fait de la fin d'année, c'est juste, OK, regarde, voici ton bulletin, amène-moi tes examens, je vais te donner ton bulletin, puis tu iras le faire signer par papa, maman. Exact. Mais tu n'amènes aucune valeur. Tu n'amènes aucune valeur, puis tu ne permets pas à l'entreprise de progresser après. Tu sais, si l'entrepreneur est là pour faire de l'argent, il est là pour grossir sa business, il est occupé avec ses clients. Tu sais, on est tous occupés avec nos clients. Il n'y a pas le temps de regarder. C'est très rare un client qui va s'asseoir le dimanche matin avec son café, regarder ses états financiers, regarder ses forecasts. On voit ça dans des entreprises qui sont beaucoup plus grosses, que tu vas avoir un CFO, tu vas avoir un staff comptable à l'interne, puis que leur job, c'est de faire des forecasts. Après ça, c'est bon d'avoir un comptable, mais il faut que tu ailles vers quelqu'un qui est proactif. Puis je pense que la nouvelle génération de comptables, on essaye beaucoup de... je pense pas que c'est volontaire. Là, je pense que la personnalité, puis là-dessus, je crois que CPA Québec, CPA Canada ont fait un super bon travail. Là, c'est rendu des comptables d'affaires. C'est du monde dynamique qui sont là plus sur le conseil que... Puis surtout avec aujourd'hui, les transformations numériques et tout, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées.
je le dis à tous mes clients, mon travail présentement, je pense pas que il y a 50 ans, je l'aurais fait. Il y a 40 ans, quand tout était les General Ledger là, que tu fais à la main et tout, là, à l'université, quand j'ai vu ça, je fait non, non. Il n'y a pas un monde dans lequel que je vais faire ça. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est être comptable, je trouve que c'est beaucoup plus de conseiller nos clients. Puis après ça, c'est sûr que ces chiffres, on doit les conseiller avec les chiffres, on fait les chiffres, mais il y a un gros côté conseil. C'est là que c'est important d'avoir quelqu'un qui est dans l'entreprise avec toi, puis qui t'aide, puis qui te prend par la main pour les décisions. Comme ça, toi, tu peux vendre plus. Mais tu vois, il y a une affaire aussi, c'est que je trouve que les chiffres, on a mis beaucoup d'émotions sur les chiffres. Tu sais, je donnais un exemple. Là, avant que je comprenne qu'un chiffre, c'est un chiffre, qu'il soit positif, négatif, whatever, un chiffre, c'est un chiffre. Je peux te garantir que beaucoup de personnes, là, ouvrir leur compte en banque, là, juste l'application, là, c'est anxiogène. Exactement. C'est anxiogène. Puis le moment que j'ai comme fait, tu sais quoi? Assume, genre, fais face aux chiffres. Puis même si qu'ils soient bons, qu'ils soient pas bons, que c'est ce que tu t'attendais ou ce que tu t'attendais pas, regarde-le. Le moment que j'ai commencé à prendre cette habitude-là, c'est là que j'ai commencé à prendre genre vraiment plus de leadership justement par rapport à ma gestion financière. Puis je te donne un exemple très simple. Les gens aiment faire l'autruche par rapport à des comptes payables, par exemple. Tu sais, mettons, je dois payer tel montant, écoute, je vais attendre à un moment donné, puis tu sais, quand j'aurai l'argent, je vais le payer. Puis là, le fournisseur, il t'appelle. Tu réponds pas. Puis tu es comme, là, à un moment donné, tu sais, quand j'ai commencé à faire comme, tu sais quoi, regarde tes chiffres, check. OK, tu peux pas payer? Good. Proactif. J'appelle mon fournisseur. Je fais, en passant, je ne pourrais pas te payer là, mais regarde, j'attends des paiements. Je vais te payer quand je vais pouvoir te payer. Ouais. Le moment que tu fais ça, ça change la game au complet. Ton fournisseur te respecte beaucoup plus. Ouais. Parce qu'il se dit, genre, OK, je suis en affaires comme fournisseur. Il est en affaires. Lui, il est fournisseur de quelqu'un d'autre. Et lui, il est mon client à moi. Comme moi, je suis son fournisseur et je suis client de quelqu'un d'autre. Tu comprends que c'est une dynamique dans le monde des affaires. Le moment que tu es capable de faire face à tes chiffres et te dire, je ne suis pas capable de payer, j'appelle mon fournisseur, et en passant, excuse-moi, je sais que je suis supposé te payer, je ne peux pas te payer maintenant, je te redonne des nouvelles dans 5 jours ouvrables. OK, parfait, good, un stress de moins. De l'autre côté, tu appelles ton client, hey bro, ça fait 30 jours, là. Tu me payes-tu? Oui, ben regarde, je vais être capable de te payer dans 2 jours ouvrables. Parfait, good, clac. 2 appels, tu viens de te dire, OK, good. I'm good. Genre, je peux continuer à avancer dans les affaires. Mais ça te demande aussi d'avoir justement une personne que tu peux l'appeler et tu lui dire comment ça se passe mes chiffres. Regarde, voici c'est quoi mes prévisions. Tu penses-tu que je devrais enlever cette dépense-là? Tu sais, puis c'est là que le conseil il rentre en ligne de compte puis que c'est vraiment important d'avoir quelqu'un, je pense, qui peut te conseiller à tous les niveaux. Oui, puis ça te rejoint après ça à ta réputation qui est un petit peu ton marketing aussi. Tu sais. On s'entend le monde des affaires, c'est petit. Là. Sans se connaître, on était à un lien. On a tout du monde en commun sans avoir grandi ensemble. Le monde des affaires, c'est la même chose aussi. Là. Un fournisseur, les chances que ton fournisseur fournisse certains de tes compétiteurs sont grandes aussi. Puis on est tous humains, là, du gossip et tout. Ta relation avec ton fournisseur donne ta réputation aussi. Puis cette réputation-là, ne pas payer et ne pas être open et upfront à propos de ça, ça peut te tuer à un certain niveau. Là. Oui. Non, définitivement. Puis, gars, il y a tellement de choses que, vraiment, on vient d'échanger qui sont super intéressantes. Puis, pour ceux qui nous écoutent, c'est ça la formule Powerhouse. Vous voyez, la conversation, elle est très humaine, elle est toujours axée vraiment sur l'entreprise, l'humain derrière ça, l'humain derrière l'entreprise. Puis c'est ça que je pense qu'on veut essayer de bâtir derrière ça. Mais est-ce que vous avez un mot pour la fin? Ben, moi, je dirais, première chose, c'est que Powerhouse, si on l'a dit, le but, c'est que le monde puisse se concentrer sur ce qu'ils font, de continuer à le faire bien, mais de se dire qu'ils sont toujours à un call de dire hey Ray, comment ça, genre, mon marketing, genre, c'est quoi que tu me recommandes de faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Comment ça se passe mes campagnes? C'est quoi la rentabilité? Tu comprends? Puis du même call, c'est comme hey Claude, genre, je vois que mes processus sont super bien structurés. Voici ce que j'aimerais automatiser. Hey, es-tu capable d'intégrer une intelligence artificielle à cet endroit-là? Je suis sûr qu'on sauverait du temps, puis on sauverait des coûts à ce niveau-là. Puis du même call, faire hey, Jeff,
En passant, là, je pense que j'ai besoin d'un prêt. J'ai une opportunité de racheter un petit, un petit joueur, puis de faire un gros move. C'est comment que mes finances, ça se passe? As-tu des conseils à me donner? Puis tu sais, tout ça, c'est à une place. Ouais. C'est une place. Là, comme le monde ne se rend pas à quel point c'est powerful de se dire, je peux appeler à une place, puis je peux régler. Puis là, on vient de parler de 3 affaires. On a pas plus. Là. C'est l'uniformité de l'équipe, justement, que je trouve importante. Puis dans le projet, puis que j'aime, là, parce que, tu sais, souvent, puis on le voit beaucoup avec chaque partenaire de nos clients, que quelqu'un veut faire financer un projet, tu appelles un notaire que tu ne connais pas, qui te donne une information sur ce que l'avocat avait dit, qui te donne une information sur ce que le banquier dit, puis après, tu sais, tout se perd, tout est compliqué, tout est long. Tu sais, avec Powerhouse, ce qu'on veut, c'est bâtir l'équipe. On est upfront, on est tous ensemble, puis quand le client rentre, il se fait chouchouter, puis notre but, c'est de le rendre ailleurs. Là. Ouais. C'est vraiment que ça, là, que la compagnie, c'est que le client, quand il rentre, puis quand il sort, c'est 2 compagnies totalement différentes, mais qui sont à l'image de l'entrepreneur aussi. Tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on avait discuté aussi, puis qu'il ne faut pas oublier. Ouais. C'est facile, des fois, quand on donne du conseil, de donner du conseil sur nos ambitions à nous, puis notre perception. Mais au final, si c'est une entreprise, peut-être que la personne ne veut pas devenir multinationale. Là. Peut-être que lui, ce qu'il veut, c'est juste être plus efficace, avoir plus de temps avec sa famille, être capable de profiter plus de sa business et arrêter d'être tout le temps stressé. Tu sais. Mm-hmm. Ça joue dedans, ça. 100%. Ça, c'est un gros message aussi. Là. Ouais. C'est des conseils liés à l'entrepreneur et non seulement à l'entreprise, selon... Exact. Donc, non, c'est bien dit. Donc, Powerhouse, est-ce que vous voulez vous joindre à l'Alliance stratégique? Ouais. Merci, guys. À la prochaine. Merci. Thanks, guys. Un gros merci.